Viviane gara sa Clio devant la maison de ses parents à Balma, en banlieue toulousaine. Elle coupa le moteur et resta quelques secondes immobile, les mains crispées sur le volant. Dans son sac, la lettre officielle de sa promotion au poste de directrice adjointe des analyses financières chez Crédit Solutions. 4 ans de travail acharné, d'heures supplémentaires non payées, de week-ends sacrifiés. Son cœur battait vite, porté par une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle imaginait déjà la fierté dans les yeux de son père, l'étreinte chaleureuse de sa mère, peut-être même un rare compliment de Mélanie. Elle se trompait lourdement. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Sa mère, Colette, l'embrassa distraitement sur la joue, le regard déjà tourné vers la cuisine, où quelque chose brûlait légèrement. L'odeur de poulet rôti et de pommes de terre flottait dans l'air, mêlée à celle, écœurante, du parfum bon marché de Mélanie. Rien n'avait changé dans cette maison depuis des années. Les mêmes meubles fatigués, le même papier peint jauni, la même atmosphère étouffante qui donnait à Viviane l'envie de fuir dès qu'elle franchissait le seuil. Sa sœur cadette était affalée sur le canapé du salon, le téléphone à la main, les ongles fraîchement vernis d'un rouge agressif. 28 ans, pas d'emploi stable depuis ses études abandonnées en 2e année de fac, vivant encore chez leurs parents sans payer un centime. Elle leva à peine les yeux quand Viviane entra. Leur père, Roger, émergea de son fauteuil avec un grognement. À 58 ans, il avait ce regard fatigué de ceux qui ont renoncé depuis longtemps. Viviane remarqua ses cheveux grisonnants mal coiffés, son vieux pull troué au coude qu'elle lui avait pourtant offert de remplacer 3 fois. 14 ans qu'il ne travaillait plus. 14 ans qu'elle comblait les trous financiers, encore et encore, comme une évidence jamais remise en question. Le dîner commença dans un silence morne. Viviane attendit le bon moment, cherchant une ouverture dans la conversation inexistante. Elle finit par sortir la lettre de son sac, les mains légèrement tremblantes, et annonça la nouvelle de sa promotion. La réaction de son père fut immédiate et brutale. Pas de félicitations, pas de fierté. Juste cette question sèche sur son nouveau salaire. 4 200 € net par mois, répondit-elle, la voix soudain moins assurée. Roger se cala dans sa chaise, un sourire étrange aux lèvres. Ta promotion signifie que tu vas tout payer maintenant. Nous et ta sœur avons besoin de ton aide. Le loyer, les factures, les dettes de Mélanie, tout. Le monde de Viviane bascula légèrement. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Mélanie se redressa sur le canapé, un sourire mauvais étirant ses lèvres trop roses. Nouvelle règle, Frangine. Tu payes nos factures puisque tu gagnes plus. C'est normal, non? On est une famille? Le mot « famille » résonna étrangement dans la tête de Viviane. Ces gens pour qui elle s'était sacrifiée depuis ses 18 ans, renonçant à l'université de Lyon pour rester à Toulouse et travailler. Ces gens qui n'avaient jamais remboursé un seul des milliers d'euros qu'elle leur avait prêtés. Ces gens qui prenaient, sans jamais rien donner en retour. Pas même un merci sincère. Quelque chose se brisa en elle. Pas violemment, pas dans un cri. Plutôt comme un fil tendu depuis trop longtemps qui cède enfin, dans un silence presque imperceptible. Non. Un seul mot. Calme. Définitif. Sa propre voix lui sembla étrangère, comme appartenant à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort qu'elle. Elle posa sa fourchette, repoussa sa chaise et se leva. Sa mère la regarda, surprise, la bouche entr'ouverte. Son père fronça les sourcils, le visage déjà empourpré par la colère anticipée. Mélanie ricana, certaine que ce n'était qu'une comédie passagère. Viviane attrapa son sac, son manteau, et marcha vers la porte. Chaque pas résonnait dans le salon désormais silencieux. Elle ouvrit la porte, sentit l'air frais de février sur son visage, et sortit sans un regard en arrière. Derrière elle, les rires éclatèrent. Son père, sa mère, sa sœur, tous convaincus qu'elle reviendrait dans 1 heure, honteuse et soumise comme toujours, prête à s'excuser et à ouvrir son portefeuille. Mais dans sa voiture, main crispée sur le volant, Viviane tremblait d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pas de la colère, pas vraiment. Plutôt une terreur mêlée d'euphorie, le vertige de celle qui vient de sauter dans le vide sans savoir si un filet l'attend en bas. Elle démarra et rentra chez elle sans se retourner. Le téléphone de Viviane vibra pour la 16e fois depuis son réveil. 7 heures du matin, et son père avait déjà laissé 12 messages vocaux.
Elle les écouta en préparant son café, debout dans sa petite cuisine de l'appartement qu'elle louait depuis 4 ans dans le quartier des Carmes. La voix de Roger passait de la colère à la manipulation, de l'indignation blessée aux menaces voilées. Elle supprima les messages un par un, méthodiquement, comme on arrache des mauvaises herbes. Le 17e appel arriva alors qu'elle finissait de s'habiller. Cette fois, elle décrocha. La voix de son père explosa immédiatement dans l'écouteur. « Tu as perdu la tête ? Tu te prends pour qui exactement ? On t'a élevé, nourri, logé pendant des années, et c'est comme ça que tu nous remercies ?» Viviane s'assit sur le bord de son lit, regardant son reflet dans le miroir en face d'elle. Une femme de 32 ans, des cernes sous les yeux, les cheveux encore humides de la douche. Une femme fatiguée de porter un poids qui n'était pas le sien. Quelque chose d'étrange monta en elle. Pas de la colère, pas des larmes. Un rire, d'abord léger, puis de plus en plus fort, presque hystérique. « Tu ris ? Tu oses rire ?» hurla Roger. « Exactement, papa. J'ai perdu la tête, celle que vous avez formatée pendant 32 ans. Celle qui disait oui à tout, qui payait tout, qui se taisait tout le temps. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes mais le cœur étrangement léger. Puis elle bloqua son numéro, celui de sa mère, celui de Mélanie. 3 gestes rapides sur l'écran. Et soudain, un silence qu'elle n'avait jamais connu. Au bureau, Sandrine remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Elles se connaissaient depuis 6 ans, partageaient le même open space, les mêmes pauses café, les mêmes frustrations professionnelles. Sandrine était la seule personne à qui Viviane n'avait jamais confié, même superficiellement, la situation avec sa famille. « Ça va ?» demanda-t-elle simplement, posant une main sur l'épaule de Viviane. Et pour la première fois de sa vie, Viviane se vida. Tout sortit d'un coup, dans le petit café en bas de leur immeuble de bureau. Les années de manipulation, les prêts jamais remboursés qui se comptaient en dizaines de milliers d'euros, les vacances familiales qu'elle finançait seule, pendant que Mélanie bronzait sans un regard de gratitude, les études de sa sœur, payées rubis sur l'ongle, abandonnées au bout de 2 ans sans que personne ne s'en excuse, le licenciement de son père 14 ans plus tôt, devenu une excuse permanente pour ne jamais rien faire. Sandrine écouta sans l'interrompre, puis déclara simplement, d'une voix ferme qui ne laissait aucune place au doute, qu'elle avait bien fait de partir et qu'elle devait tenir bon, coûte que coûte. Viviane rentra chez elle ce soir-là, avec un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pas du bonheur, pas encore. Plutôt l'absence de ce poids écrasant qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait fini par croire qu'il faisait partie d'elle. Elle ouvrit sa porte et remarqua immédiatement l'enveloppe glissée dessous. Pas de timbre, déposée en main propre. Elle reconnut l'écriture de Mélanie avant même de l'ouvrir. Le mot était bref, sans formule de politesse, sans excuse pour la veille. Juste une exigence brutale. 2 000 €, immédiatement, pour ses dettes de carte de crédit. Comme si rien ne s'était passé, comme si Viviane allait céder une fois de plus. Elle resta debout dans son entrée, la lettre à la main, le cœur battant à tout rompre. Une partie d'elle, celle formatée par des années de culpabilité, voulait prendre son chéquier. L'autre partie, celle qui avait dit non hier soir, celle qui avait ri au téléphone ce matin, refusait de reculer. Viviane déchira la lettre en 2, puis en 4, puis en confettis minuscules qu'elle jeta à la poubelle. Ses mains tremblaient violemment, son souffle était court, et elle dut s'asseoir par terre, le dos contre la porte. Elle venait de franchir un point de non-retour, et la terreur le disputait à un étrange sentiment de liberté qu'elle n'osait pas encore nommer victoire. Le week-end s'étira devant Viviane comme un désert. Elle qui remplissait habituellement ses samedis de courses pour sa mère, de dépannage financier de dernière minute, de déjeuners familiaux où elle payait l'addition sans qu'on le lui demande même, se retrouvait seule avec un temps qu'elle ne savait pas comment occuper. Elle erra dans son appartement, incapable de se concentrer sur un livre, sur un film, sur quoi que ce soit. Les souvenirs remontaient par vagues, impitoyables et précis. Elle se revoyait à 10 ans, console en main, pendant que Mélanie, 6 ans, pleurait pour obtenir le même jouet. Leur mère avait pris la console des mains de Viviane pour la donner à sa sœur. « Tu es la grande, tu dois comprendre. » Cette phrase, elle l'avait entendue des centaines de fois, jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité gravée dans sa chair.
Elle se souvenait de ses 18 ans, des lettres d'admission de l'université de Lyon, cette ville qu'elle rêvait de découvrir, loin de Toulouse, loin de cette maison étouffante. Son père venait d'être licencié. Pas de sa faute, disait-il, une restructuration. L'injustice du monde moderne. Sa mère avait pleuré en lui demandant de rester, juste quelques mois, le temps que la situation se stabilise. Quelques mois étaient devenus 14 ans. Viviane ouvrit son ordinateur portable et se connecta à son compte bancaire. Elle voulait voir, noir sur blanc, ce que ces années avaient coûté. Elle remonta l'historique, méthodiquement, année par année. Les virements à sa mère pour le loyer, les chèques à son père pour ses dépenses urgentes qui n'étaient jamais détaillées, les paiements directs des factures d'électricité, de gaz, d'assurance. L'argent versé pour les études de Mélanie, pour sa voiture d'occasion, pour ses vacances à Barcelone avec ses amis. Le total s'affichait comme une gifle. 85 000 €. En 10 ans, elle avait versé 85 000 € à sa famille. De quoi acheter un appartement, voyager autour du monde, vivre autrement. Elle fixa le chiffre jusqu'à ce qu'il devienne flou, puis les larmes vinrent, brûlantes et incontrôlables. Elle pleura tout le samedi soir, recroquevillée sur son canapé, submergée par la colère et une tristesse si profonde qu'elle semblait n'avoir pas de fond. Colère contre eux, bien sûr, mais aussi contre elle-même. Pourquoi avait-elle accepté ? Pourquoi n'avait-elle jamais dit non avant hier ? Le dimanche matin, son téléphone afficha un message de sa mère. Elle avait oublié de bloquer ce numéro-là. Le texte était court, soigneusement calibré pour toucher juste où il fallait. « Tu nous manques, ma chérie. Papa était malade d'inquiétude. On peut se parler calmement ?» Viviane lut et relut le message. Malade d'inquiétude. Pas de regret pour ce qu'il avait dit, pas d'excuses. Juste cette victimisation subtile qui la rendait responsable de son mal-être à lui. Elle connaissait la suite par cœur. Si elle répondait, sa mère plaiderait, expliquerait que son père avait mal formulé les choses, que Mélanie était juste maladroite, que la famille s'était sacrée. Elle supprima le message et bloqua le numéro. Le lundi arriva comme une délivrance. Viviane se prépara avec un soin particulier, choisissant son tailleur gris anthracite préféré, celui qui lui donnait une assurance qu'elle ne ressentait pas toujours. Au bureau, elle se plongea dans les dossiers de sa nouvelle fonction, reconnaissante d'avoir quelque chose de concret sur quoi concentrer son esprit. C'est en sortant de la réunion du matin qu'elle croisa Gabriel dans le couloir, le nouveau directeur commercial, arrivé 3 semaines plus tôt. Elle le connaissait de vue, avait échangé quelques politesses professionnelles avec lui. Il avait ce sourire facile qui semblait sincère, pas calculé comme tant d'autres dans cette entreprise. « Viviane, félicitations pour la promotion, c'est bien mérité. » Elle le remercia, surprise qu'il ait retenu son prénom, alors qu'il n'avait jamais vraiment parlé. Il y avait quelque chose de chaleureux dans son regard, une bienveillance qui contrastait violemment avec tout ce qu'elle venait de vivre. Ils discutèrent quelques minutes, professionnellement, puis chacun retourna à son bureau. Mais Viviane garda ce sourire en tête toute la journée, comme une petite lumière inattendue dans l'obscurité. Viviane poussa la porte du cabinet de la docteure Lenoir le mercredi suivant, les mains moites et le cœur battant. Elle n'avait jamais consulté de psychologue auparavant. Dans sa famille, on ne parlait pas de ces choses-là. Les problèmes se gardèrent pour soi. On serrait les dents, on faisait avec. Demander de l'aide, c'était avouer une faiblesse impardonnable. Sandrine l'avait poussée à prendre ce rendez-vous, lui glissant discrètement le numéro d'une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales toxiques. Viviane avait appelé presque malgré elle, surprise d'obtenir un créneau aussi rapidement. Le cabinet sentait la lavande et le bois ciré. La docteure Lenoir, une femme d'une 50aine d'années au regard calme et perçant, l'invita à s'asseoir dans un fauteuil confortable face à elle. Pas de divan, pas de décor intimidant, juste 2 femmes dans une pièce lumineuse. Viviane raconta tout. Le dîner, la demande de son père, le rire de sa sœur, son départ. Et puis les années d'avant, les sacrifices, l'argent, Lyon abandonné, les 85 000 €. Les mots sortaient en désordre, parfois entrecoupés de silence, où elle cherchait comment formuler des émotions qu'elle n'avait jamais nommées. La docteure Lenoir écoutait sans l'interrompre, prenant quelques notes discrètes. Quand Viviane eut fini, vidée,
La thérapeute posa une question simple qui la percuta comme un coup de poing. « Quand avez-vous eu le droit d'être une enfant, Viviane ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Viviane ouvrit la bouche, la referma, chercha une réponse qui ne venait pas. « Jamais », réalisa-t-elle. Elle avait toujours été la grande, la responsable, celle qui comprenait. La docteure Lenoir introduisit alors des termes que Viviane découvrait pour la première fois. Enfant parentifié, famille toxique, manipulation affective, culpabilisation systémique. Chaque mot résonnait douloureusement, comme si on lui donnait enfin un vocabulaire pour décrire une souffrance qu'elle avait crue normale. « Vous n'avez jamais vraiment vécu pour vous-même », dit la thérapeute doucement. « Vous avez vécu pour répondre aux besoins d'adultes qui auraient dû prendre soin de vous. » Viviane quitta le cabinet avec la tête pleine et le cœur étrangement léger. Elle avait rendez-vous la semaine suivante. Pour la première fois, elle ne se sentait pas folle, pas égoïste, juste humaine. Au bureau, elle s'investit pleinement dans ses nouvelles responsabilités. Les dossiers complexes, les analyses financières pointues, tout cela lui procurait un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas dans sa vie personnelle. Elle impressionna le directeur général. Lors d'une présentation sur la restructuration budgétaire du département marketing, ses chiffres étaient précis, ses recommandations audacieuses mais solides. Gabriel assista à la réunion. Il travaillait justement avec le marketing sur un projet de développement commercial et les analyses de Viviane impactaient directement son secteur. À la fin de la présentation, il l'attendit dans le couloir. « Tu as 5 minutes ? J'aimerais discuter de tes projections pour le 3e trimestre. » Ils descendirent à la cafétéria de l'immeuble, s'installèrent près des grandes baies vitrées qui donnaient sur la Garonne. La conversation commença professionnellement, Gabriel posant des questions techniques sur les marges prévisionnelles, Viviane répondant avec cette assurance qu'elle trouvait uniquement dans les chiffres. Puis, insensiblement, la discussion dériva. Gabriel évoqua son arrivée récente à Toulouse, venant de Paris où il avait tout quitté après un divorce difficile. Son ex-femme était partie avec son meilleur ami, un cliché tellement banal qu'il en riait presque. Mais le rire sonnait faux, blessé. Viviane se surprit à mentionner sa situation familiale compliquée, sans entrer dans les détails, juste assez pour expliquer pourquoi elle semblait parfois ailleurs ces derniers jours. Gabriel hocha la tête avec une compréhension qui n'exigeait pas d'explication. Ils découvrirent qu'ils partageaient cette même méfiance envers les relations faciles, cette même difficulté à faire confiance. Lui portait encore les cicatrices d'une trahison amoureuse. Elle, celle d'une famille qui l'avait utilisée. 2 blessures différentes qui créaient une compréhension mutuelle inattendue. Gabriel avait ce sourire en coin qui adoucissait ses traits, une façon de pencher légèrement la tête quand il écoutait vraiment. Viviane réalisa qu'elle n'avait pas pensé à sa famille de tout le déjeuner, concentrée sur cet homme qui lui parlait d'égal à égal, sans exiger, sans prendre. Ils remontèrent ensemble vers leurs bureaux respectifs. En se séparant à l'ascenseur, Gabriel lui lança un regard qu'elle ne sut pas déchiffrer. Chaleureux, intéressé, mais sans pression. Le soir, Viviane reçut un appel de son oncle maternel, Pierre, qu'elle n'avait pas vu depuis le mariage d'une cousine éloignée, 5 ans plus tôt. Il avait eu vent de la crise familiale, par Mélanie elle-même, qu'il avait contactée pour lui demander de l'argent aussi, apparemment. Il souhaitait la rencontrer, samedi, si elle était d'accord. Viviane hésita. Pierre était le frère de sa mère, donc potentiellement un ennemi de plus. Mais sa voix au téléphone était ferme, directe, pas manipulatrice. Elle accepta. Ce soir-là, en s'endormant, elle se surprit à sourire en repensant au déjeuner avec Gabriel. Un sourire léger, sans culpabilité, sans arrière-pensée, juste le plaisir simple d'avoir passé un bon moment avec quelqu'un qui ne voulait rien lui prendre. Viviane retrouva son oncle Pierre samedi après-midi dans un café du centre-ville, près de la place du Capitole. Elle le reconnut immédiatement malgré les années. Grand, les cheveux grisonnants coupés courts, le regard direct de ceux qui ne perdent pas leur temps en politesse inutile. Il se leva à son arrivée, l'embrassa rapidement sur les 2 joues et commanda 2 cafés sans lui demander son avis. « Merci d'être venu », dit-il simplement en s'asseyant. Viviane ne savait pas trop quoi attendre de cette rencontre. Pierre et sa mère ne se parlaient presque plus depuis des années. Elle ne savait même pas vraiment pourquoi. Les réunions de famille où il apparaissait se comptaient sur les doigts d'une main.
et il repartait toujours rapidement, prétextant des obligations professionnelles. « Mélanie m'a appelé la semaine dernière, commença-t-il sans préambule. Elle voulait que je te convainque de revenir à la raison. Et accessoirement, elle me demandait 3 000 € pour ses dettes. » Viviane sentit ses joues s'empourprer de honte. « Je suis désolée, je ne savais pas qu'elle... » »« Ne t'excuse pas. Je connais ta sœur, et je connais surtout ma sœur et son mari. » Il but une gorgée de café, le regard rivé sur elle. « Je sais exactement ce qui s'est passé chez tes parents. Et je sais aussi ce qu'ils te font subir depuis des années. » Le soulagement et la surprise mêlés firent trembler légèrement les mains de Viviane. Quelqu'un savait. Quelqu'un comprenait sans qu'elles aient besoin de se justifier. Pierre se pencha légèrement en avant, sa voix basse mais ferme. « Ton père n'a jamais vraiment cherché de travail après son licenciement. Il aurait pu. Il avait des compétences, des contacts. Mais c'était plus simple de vivre des allocations et de ton argent. » Viviane savait cela au fond, mais l'entendre formuler si crûment faisait mal. « Ta mère, continua Pierre, a toujours privilégié Mélanie, la petite dernière, la fragile, celle qu'il fallait protéger. Toi, tu étais la forte, donc tu devais te débrouiller seule. C'est une dynamique qu'elle a installée dès votre enfance. » Chaque mot était une confirmation de ce que la docteure Lenoir avait commencé à lui faire comprendre. Viviane sentit les larmes monter, mais les retint. Puis Pierre sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ta grand-mère, avant de mourir il y a 5 ans, a fait un testament. Elle t'avait laissé 15 000 €, spécifiquement à toi. » Le cœur de Viviane s'arrêta. « Quoi ? Tes parents ne te l'ont jamais dit. Ils ont encaissé l'argent et l'ont utilisé pour un voyage en Thaïlande et une voiture neuve pour Mélanie. » Il poussa l'enveloppe vers elle. « J'ai une copie du testament. C'est pour ça que Colette et moi ne nous parlons plus. Je l'ai découvert après l'enterrement, et je l'ai affronté. Elle m'a dit que c'était normal, que tu gagnais bien ta vie, que Mélanie en avait plus besoin. » Viviane ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Le document était là, noir sur blanc, avec son nom écrit de la main de sa grand-mère. 15 000 € pour ma petite fille Viviane, afin qu'elle puisse réaliser ses rêves. La douleur qui explosa dans sa poitrine n'avait rien à voir avec l'argent. C'était la trahison, encore et toujours. Sa grand-mère avait pensé à elle, avait voulu lui donner une chance, et ses propres parents avaient volé ce geste d'amour. « Je peux les poursuivre ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Oui. Ce sera compliqué, long, mais oui. » Pierre la regardait avec une tendresse maladroite. « J'aurais dû intervenir plus tôt, Viviane. J'ai rompu avec ta mère, mais je t'ai abandonnée dans le processus. Je m'en excuse. » Viviane secoua la tête, incapable de parler. Pierre posa une main sur la sienne, brièvement. « Continue ta route. Ne reviens pas en arrière. Ils ne changeront jamais. » Elle rentra chez elle hébétée, le testament serré contre elle. Dans sa boîte mail, un message de Gabriel. « J'ai trouvé ton analyse de ce matin vraiment pertinente. Ça va ? Tu avais l'air absente en réunion. » Elle n'avait même pas remarqué qu'il y avait eu une réunion cet après-midi. Elle était partie tôt pour voir Pierre. Elle tapa une réponse brève, le remerciant de son attention, sans entrer dans les détails. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, fixant le plafond, le testament posé sur sa table de nuit. Demain, elle irait voir un avocat. Le cabinet d'avocats sentait le cuir et le papier ancien. Maître Dubois, une femme d'une 40aine d'années aux lunettes rectangulaires, écouta Viviane exposer sa situation en prenant des notes méthodiques. Elle examina le testament avec attention, vérifia les dates, les signatures, la validité du document. « C'est recevable », finit-elle par dire. « Vous pouvez poursuivre vos parents pour détournement d'héritage. Mais je dois être honnête avec vous, Madame Viviane. Ce sera long, probablement entre 12 et 18 mois. Ce sera coûteux, pas seulement financièrement, émotionnellement aussi. » Viviane s'y attendait, mais l'entendre formuler aussi clairement fit vaciller sa résolution. Maître Dubois se pencha légèrement en avant. « La question n'est pas de savoir si vous pouvez gagner. Vous gagnerez. Le droit est de votre côté. La question est de savoir si vous êtes prête à aller jusqu'au bout, malgré la pression familiale, les tentatives de manipulation, les accusations publiques. Parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. » Viviane pensa à ces dernières semaines, au rire hystérique au téléphone, à la lettre déchirée, au poids qui s'allégeait chaque jour un peu plus. Elle pensa à la phrase de la docteure Lenoir.
Quand avez-vous eu le droit d'être une enfant, et à celle de Pierre, ils ne changeront jamais. Je veux le faire, dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas, ferme et déterminée. Maître Dubois hocha la tête avec un sourire approbateur. Alors nous allons commencer par une mise en demeure. Une lettre recommandée exigeant le remboursement des 15 000 € dans un délai de 30 jours. S'ils ne répondent pas ou refusent, nous engageons la procédure judiciaire. La lettre partit 3 jours plus tard. Viviane imagina son père l'ouvrant, lisant les termes juridiques froids et définitifs. Elle imagina sa rage, les accusations, peut-être même les larmes manipulatrices de sa mère. Elle n'éprouva rien, juste un calme glacial qu'elle ne se connaissait pas. Au travail, elle enchaînait les succès. Le projet de restructuration budgétaire qu'elle avait proposé fut approuvé par la direction, et Gabriel l'invita à dîner pour célébrer leur collaboration, car ses recommandations impactaient directement les résultats commerciaux qu'ils visaient. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien près du Pont Neuf, loin de l'agitation du centre-ville. La conversation démarra sur le travail, les stratégies commerciales, les objectifs du trimestre. Puis, comme lors de leur déjeuner, elle glissa naturellement vers le personnel. Gabriel parla de son ex-femme, de cette trahison qu'il avait laissé incapable de faire confiance pendant des mois. Il évoqua la thérapie qu'il avait suivie, la reconstruction lente, la difficulté d'imaginer une nouvelle relation sans projeter ses peurs sur l'autre. Viviane l'écoutait, surprise de cette vulnérabilité chez un homme qu'elle avait d'abord perçu comme solide et sûr de lui. Elle se surprit à lui raconter son histoire. Pas tout, pas encore, mais l'essentiel. Sa famille, l'argent, la rupture, le testament volé, la procédure juridique qui commençait. Gabriel ne dit pas qu'elle avait raison, ne la félicita pas d'être courageuse, ne tenta pas de minimiser ou de conseiller. Il écouta simplement, vraiment, et quand elle lui finit, il murmura juste « Je comprends ». Ils marchèrent ensuite le long de la Garonne, le fleuve scintillant sous les lumières de la ville. L'air de mars était encore frais mais vivifiant. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs blessures respectives, de cette difficulté commune à croire que quelque chose de bon pouvait arriver sans arrière-pensée. Sur le Pont Neuf, Gabriel s'arrêta et la regarda. Il y avait une question dans ses yeux, une hésitation respectueuse. Viviane n'avait pas prévu ce qui suivit, n'y avait même pas vraiment pensé. Mais quand il se pencha vers elle, quand leurs lèvres se touchèrent, timide et incertaine, elle ne recula pas. Le baiser fut bref, presque maladroit, mais chargé d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Quand ils se séparèrent, Gabriel souriait doucement. « Désolée, je ne voulais pas... » « Ne t'excuse pas, » le coupa-t-elle, surprise de son propre sourire. Elle rentra chez elle troublée mais heureuse, découvrant qu'elle pouvait désirer quelque chose pour elle-même, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le devoir ou la culpabilité. Juste une envie simple, humaine, de se laisser aller. La lettre recommandée arriva chez les parents de Viviane un mardi matin. L'explosion ne se fit pas attendre. Son père débarqua à son bureau le jeudi suivant, en plein milieu de l'après-midi, franchissant la réception comme un ouragan et hurlant son nom dans l'open space. Viviane leva les yeux de son écran, pétrifiée. Roger traversait l'espace entre les bureaux, le visage cramoisi, brandissant la lettre de l'avocat comme une arme. « Tu oses nous poursuivre? Ta propre famille? Après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Tous les regards convergèrent vers eux. Sandrine se leva précipitamment, tentant de s'interposer, mais Roger la repoussa d'un geste brutal. Il se planta devant le bureau de Viviane, les mains appuyées sur le plateau, le visage à quelques centimètres du sien. « Tu n'es qu'une ingrate, une égoïste qui abandonne sa famille pour de l'argent. Voilà ce que tu es vraiment. » Viviane sentit la honte l'envahir, pas à cause de ses actes, mais à cause du spectacle public. Des collègues qui regardaient, chuchotaient. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Ce fut Gabriel qui intervint, surgissant de nulle part, posant fermement une main sur l'épaule de Roger. « Monsieur, vous devez partir, immédiatement. » Roger se retourna vers lui, furieux. « De quoi tu te mêles, toi? C'est une affaire de famille. Vous êtes dans une entreprise privée et vous agressez une employée. Je vous demande de partir avant que la sécurité n'intervienne. » 2 agents de sécurité arrivèrent justement, alertés par le bruit. Ils escortèrent Roger hors du bâtiment, pendant qu'il continuait de hurler des menaces
et des accusations. Viviane resta assise, tremblante, consciente des dizaines de paires d'yeux encore fixés sur elle. Le directeur général la convoqua dans son bureau 1 heure plus tard. Elle s'attendait au pire, à un avertissement, peut-être même à un licenciement pour avoir ramené ses problèmes personnels au travail. Au lieu de cela, il la fit asseoir, lui offrit un verre d'eau et lui demanda calmement ce qui se passait. Viviane expliqua, brièvement, sans dramatiser, une situation familiale difficile, une procédure juridique en cours, un père qui n'acceptait pas ses choix. Le directeur l'écouta attentivement puis déclara qu'elle avait tout son soutien et que si le harcèlement continuait, elle devait porter plainte sans hésitation. Mais l'humiliation publique n'était que le début. 2 jours plus tard, Sandrine découvrit un faux profil Facebook créé au nom de Viviane Menteuse, qui racontait comment elle avait volé l'argent de sa famille malade et les avait abandonnés après leur avoir tout pris. Le profil était accompagné d'une photo volée de son compte personnel et d'un long texte mensonger rédigé par Mélanie, reconnaissable à son style et à ses fautes d'orthographe caractéristiques. Viviane lut les commentaires sous la publication, partagés une 50aine de fois. Des gens qu'elle ne connaissait pas la traitaient de monstre, de fille indigne. Quelques anciens camarades de lycée, manipulés par le récit, ajoutaient leurs propres commentaires indignés. Sandrine photographia tout, documenta chaque publication, chaque partage, chaque commentaire diffamatoire. On va porter plainte pour diffamation. Il dépasse les bornes. Gabrielle passa voir Viviane ce soir-là, chez elle, avec une bouteille de vin et une pizza qu'elle n'avait pas la force de manger. Il s'installa sur son canapé, silencieux, juste présent. Leur relation évoluait doucement depuis le baiser sur le Pont-Neuf, sans précipitation, construite sur des conversations nocturnes et des déjeuners volés entre 2 réunions. « Tu veux qu'on en parle ?» demanda-t-il simplement. Viviane secoua la tête. « Pas ce soir. Ce soir, je veux juste oublier. » Ils regardèrent un film dont elle ne retint rien, blottis l'un contre l'autre, et pour quelques heures, elle oublia effectivement. Jusqu'à ce que son téléphone vibre vers 23 heures. Un message de sa mère, court et brutal, la frappant exactement là où ça faisait le plus mal. Mélanie est à l'hôpital. Tentative de suicide. Si elle meurt, ce sera ta faute. Viviane bondit du canapé, le sang battant à ses tempes. Gabrielle lut le message par-dessus son épaule et la retint par le bras. Viviane, attends. Réfléchis 2 secondes. C'est peut-être encore une manipulation. Et si c'était vrai? Sa voix tremblait. Si elle était vraiment... Sandrine, qu'elle appela immédiatement, lui dit la même chose. N'y va pas. C'est un piège. Mais Viviane ne pouvait pas. Malgré tout, malgré la haine, malgré la trahison, l'idée que Mélanie puisse mourir à cause d'elle la terrifiait. Elle attrapa ses clés, ignora les protestations de Gabrielle et fonça vers l'hôpital Purpan. Viviane courut presque dans les couloirs des urgences de l'hôpital Purpan, le cœur battant à tout rompre, la culpabilité lui tordant le ventre. Une infirmière à l'accueil lui indiqua le numéro de chambre après avoir vérifié son identité. Chambre 214, 2e étage. Elle monta les escaliers 4 à 4, incapable d'attendre l'ascenseur. Dans sa tête tournaient en boucle les mêmes pensées terrifiantes. Et si c'était vrai? Et si Mélanie était vraiment en train de mourir? Et si elle arrivait trop tard? La porte de la chambre était entr'ouverte. Viviane la poussa, le souffle court, et se figea. Mélanie était assise dans le lit, parfaitement consciente. Le teint normal, aucun tube, aucun moniteur. Elle pianotait sur son téléphone, les ongles toujours vernis de ce rouge agressif. Leur mère se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés. Leur père était affalé sur la chaise visiteur, l'air fatigué. Quand Viviane entra, Mélanie leva les yeux et sourit. Un sourire froid, calculateur, triomphant. « Je savais que tu reviendrais. Tu reviens toujours. » Viviane resta plantée dans l'encadrement de la porte, le cerveau refusant d'assimiler ce qu'elle voyait. Pas de drame, pas de détresse médicale, pas d'urgence vitale. Juste sa sœur, arrogante et intacte, qui se moquait d'elle ouvertement. Qu'est-ce que... Sa voix se brisa. Sa mère intervint, prenant cette voix douce et conciliante qu'elle utilisait toujours pour manipuler. « Viviane, ma chérie, Mélanie a eu un moment de faiblesse.
Elle a pris quelques cachets. Rien de grave, heureusement. Mais elle était tellement bouleversée par ton comportement. Quelques cachets d'aspirine, précisa Mélanie avec un ricanement. Juste assez pour que maman panique et t'envoie ce message. La vérité percuta Viviane comme une gifle. Une mise en scène. Tout ça n'était qu'une mise en scène pour la faire culpabiliser, pour la ramener dans le rang, pour la briser une fois de plus. Quelque chose d'étrange se produisit alors dans sa poitrine. Pas de la colère explosive, pas des larmes. Juste un calme glacial, définitif, absolu. Comme si la dernière chaîne qui la retenait à eux venait de se rompre dans un silence assourdissant. Elle regarda sa sœur, puis sa mère, puis son père. Ces gens qui partagèrent son sang, mais qui lui étaient devenus totalement étrangers. Elle ne ressentait plus rien. Ni amour, ni haine, ni même de la tristesse. Juste une indifférence cristalline. « Vous n'êtes plus ma famille », dit-elle d'une voix plate, sans émotion. « Je vais poursuivre les démarches juridiques pour l'héritage. Je vais porter plainte pour harcèlement et diffamation. Et je ne veux plus jamais vous revoir. » Son père se leva brusquement, le visage empourpré. « Tu ne peux pas nous faire ça. On est tes parents. Des parents ne volent pas leur enfant. Des parents ne manipulent pas. Des parents aiment. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous m'avez utilisé. » Roger fit un pas vers elle, tentant de lui attraper le bras, mais Viviane recula vivement. « Ne me touchez pas. » Elle sortit son téléphone et appela la sécurité de l'hôpital, demandant calmement qu'on l'escorte hors du bâtiment car elle se sentait menacée. 2 agents arrivèrent rapidement. Son père protesta, cria, mais ils le maintinrent à distance. En sortant de la chambre, Viviane croisa l'infirmière de l'accueil dans le couloir. La femme, la cinquantaine, au regard fatigué de celle qui a tout vu, s'arrêta et lui glissa discrètement. « Vous avez bien fait de partir. J'en vois beaucoup des cas comme le vôtre. Ils ne changeront jamais. Prenez soin de vous. » Ces mots, venant d'une inconnue, pesèrent plus lourd que toutes les accusations de sa famille. Viviane la remercia d'un hochement de tête et quitta l'hôpital. Dehors, elle trouva Gabriel appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches, l'air inquiet. Il avait dû la suivre malgré tout. Quand il vit son visage, il ouvrit les bras sans un mot. Viviane s'effondra contre lui, toutes les larmes qu'elle retenait depuis des semaines jaillissant enfin. Elle pleura longtemps, tremblante, vidée, pendant qu'il la tenait simplement, une main dans ses cheveux, murmurant des mots apaisants qu'elle n'entendait même pas. Quand elle n'eut plus de larmes, il l'aida à monter dans sa voiture et la ramena chez elle. Cette nuit-là, il resta, dormant sur le canapé pour qu'elle ne soit pas seule. Et pour la première fois depuis des semaines, Viviane dormit profondément, paisiblement, comme si un poids énorme venait enfin de se détacher d'elle. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital. 6 mois qui avaient transformé Viviane d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le jugement était tombé 3 semaines plus tôt. Le tribunal avait condamné ses parents à lui rembourser les 15 000 € de l'héritage détourné, avec intérêt. La somme totale s'élevait à 17 000 €. Viviane avait utilisé cet argent exactement comme sa grand-mère l'avait souhaité pour réaliser ses rêves. Elle avait versé un acompte sur un appartement qu'elle venait d'acheter, un 2 pièces lumineux dans le quartier Saint-Cyprien, avec vue sur la Garonne. Son premier vrai chez elle, qu'elle ne louerait plus, qu'elle ne devrait à personne. La thérapie avec la docteure Lenoir continuait, chaque semaine, l'aidant à déconstruire 32 ans de culpabilité programmée. Viviane apprenait lentement à dire non sans s'excuser, à poser des limites sans se justifier, à exister pour elle-même sans se sentir égoïste. Au travail, elle excellait. Une promotion au poste de directrice financière se profilait pour le début de l'année suivante. Le directeur général lui avait fait comprendre que le poste était pratiquement acquis si elle continuait sur cette lancée. Sa relation avec Gabriel avait évolué à un rythme qu'ils contrôlaient tous les deux, sans précipitation, sans pression. Ils construisaient quelque chose de sain, de respectueux, où chacun gardait son espace tout en partageant des moments qui comptaient. Il l'avait aidé à aménager son nouvel appartement, passant un week-end entier à monter des meubles et à peindre les murs d'un blanc cassé qu'elle avait choisi. Ils riaient beaucoup ensemble, parlaient de tout, se découvraient sans se presser. Viviane avait aussi créé sa propre famille choisie. Sandrine, qui était devenue bien plus qu'une collègue, une véritable amie sur qui elle pouvait compter. Son oncle Pierre,
avec qui elle déjeunait une fois par mois, retrouvant dans ses yeux bienveillants l'affection qu'elle n'avait jamais reçue de sa propre mère. Quelques collègues proches qui formaient un cercle de confiance. Et Gabrielle, bien sûr, qui occupait une place de plus en plus importante sans jamais l'étouffer. Pour son 33e anniversaire, début septembre, elle organisa un dîner dans son nouvel appartement. Rien d'extravagant, juste une table dressée avec soin, des bougies, un repas qu'elle avait préparé elle-même avec l'aide de Gabrielle. Sandrine apporta le vin, Pierre un bouquet de fleurs, 2 collègues un dessert maison. Viviane regarda autour de la table, écoutant les conversations qui s'entrecroisaient, les rires spontanés, la chaleur sincère de ces gens qui étaient là par choix, pas par obligation. Gabrielle lui pressa discrètement la main sous la table, un geste tendre et complice. Elle se leva, son verre à la main, attendant que le silence se fasse. « Je voulais vous remercier d'être là ce soir. Vous êtes ma vraie famille, celle qu'on choisit, celle qui nous choisit aussi, à la famille qu'on se construit et à la vie qu'on décide de vivre. » Tout le monde leva son verre. Les yeux de Sandrine brillaient d'émotion. Pierre souriait avec fierté. Gabrielle la regardait avec cette tendresse qui la faisait encore frissonner. Plus tard dans la soirée, quand les invités furent partis et que Gabrielle fut rentrée chez lui après un long baiser sur le pas de la porte, Viviane se retrouva seule sur son balcon. Elle regardait la ville illuminée, la Garonne qui serpentait dans la nuit, les lumières de Toulouse qu'elle avait failli quitter à 18 ans et qu'elle habitait enfin vraiment. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu qu'elle reconnut immédiatement. Sa mère avait changé de numéro. « On peut parler ? S'il te plaît. On regrette. » Viviane lut le message 2 fois. Elle attendit de ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse, peut-être même une pointe de culpabilité. Mais il n'y avait rien, juste une distance paisible, une indifférence sereine. Elle sourit doucement et supprima le message sans répondre. Puis elle rentra dans son salon, éteignit les bougies une à une, rangea les verres vides, remit de l'ordre dans sa vie qu'elle avait enfin reprise en main. Elle avait compris quelque chose d'essentiel. Parfois, perdre la tête que d'autres ont façonnée pour vous, c'est exactement ce qu'il faut faire pour trouver son propre cœur. Et son cœur battait enfin librement. I think it is. Yeah, I'm not gonna get that soul rock though, to be honest, because that's probably gonna kill all my Pokemon. Make me pick up all this garbage. I already put it in the... Did it not stay in there? I put it in the crafting. Does it not stay? Oh, it doesn't stay in it. Here. I thought I put it in the crafter. I thought it stays in there, but it doesn't. I'm thinking like it's like a smoker. Hmm? I need the platinum too. Oh, right. And then I can make us a bunch of ultra balls. I don't even need them anymore. I killed my one Pokemon that I wanted, so... Well, you're gonna find more of them. I said I already found quite a bit. Of who? Of what? Aeron. Isn't that the one you want? Yeah, it is, because I don't have one, but... Yeah. What level is this? Level 33, so... of them. I have not. That was the only one I seen. Well, I've seen 2 other ones before that one, and I killed them both. Damn. Click, click, click. Scrabbler's level 49. Jeez. Beefy guy. I think the one I got was 50. He was 50? Yeah, the one I got. You got him? Yeah. What's weak against rock? I don't know. I used the water ability and it freaking almost one-shot him. It put him down to freaking 0.9% health. Really? Okay, I'm gonna use my Gyarados and try to catch him. Wait, do I even have a Pokeball? I don't even know if I have a Pokeball. I'm gonna give you some. I think I might have just killed him. Yeah. Oh my god, 0.9%! You're lying. You did it as well? That's so funny.
Graveler blew itself up? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? What? Why would that happen? I fucking hate this game. I hate this game, bro. Rather kill himself. Why would he say, y'all not gonna take me alive? What the hell do you mean he blew himself up? Oh, another Aaron. Aaron, whatever his name. Whatever you say it. He's level 29. Oh my god. I keep almost killing them. It's actually scary. Come back, I can give you some Ultra Balls. Well, come to me. I'm literally right over there. Are you trying to catch your Beldum still? I don't want him to despawn. Okay, well, I'm already fighting him. I only have Pokeballs. I should have a Premier or an Ultra. I have Ultra Balls for you. Then give me them. How far away are you? I'm far enough that it'll despawn. Bro, do I have to sit here while you do it then? While you try to catch your Beldum and then come? You got no more Pokeballs? I have more, but I'm just wasting them. Like, he's level 29, he's not gonna stay in a Pokeball. I was able to catch him with a Pokeball. You didn't catch him with a Pokeball, you killed them all. I caught a level 51. A level 50 Aaron. No, you're fighting an Aaron right now? Yes. Oh, I thought you were fighting the Graveler. Okay, I'm coming to you. And he just killed my freaking... I don't even know, he killed one of my Pokemon. I don't know which one he killed, but he killed one. It's gonna get burnt by lava right now. I better not die, I swear to god. Thank you. Hi Taz, thank you for the 10 months.